travers le monde. Nous sommes ici à Saint-Josse, à la commune de Saint-Josse, et nous sommes avec le chevin qui a été élu, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Content de vous revoir encore. Voilà, oui, ça fait plaisir. Et dans d'autres circonstances, en tout cas. Donc ici, on est dans votre bureau. Oui. Parce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Voilà, je m'appelle Philippe Boyqueté, je suis échevin à Saint-Josse, donc j'ai été élu dans un premier temps donc, conseiller communal, et puis j'ai été ensuite désigné donc, par mes pairs échevin. Voilà. Et donc je suis échevin dans le collège des bourgmestres et échevins, collège dirigé par le bourgmestre Émile Kir. Voilà. Quel domaine vous travaillez comme Voilà, et donc j'ai reçu plusieurs attributions. J'ai donc comme attribution l'emploi, la formation, la promotion sociale, le logement et l'enseignement francophone. Saint-Josse est parmi les communes les plus pauvres du royaume de Belgique. C'est exact, quoi. Oui, c'est la commune la plus pauvre du royaume. Mais quand c'est la commune la plus densifiée aussi. Densifiée. Et quand l'État fédéral dépense plus de 50 000 euros pour sécuriser un criminel comme Dutroux, c'est choquant. Et c'est vrai que c'est quelque chose, et beaucoup de citoyens m'ont interpellé par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'est vrai que les gens sont choqués que des montants aussi importants qu'une telle débauche de moyens aient été faites pour ce personnage pour lequel je n'ai vraiment aucune estime. Mais la justice doit être rendue, et chacun a le droit, même les êtres les plus abjects ont droit, et c'est ça le système, ont droit à ce que leurs droits soient préservés, soient garantis. Et donc ce personnage, donc, il n'a fait qu'utiliser ce que la loi lui octroie. Le micro du pasteur Obo va essayer d'interviewer des juristes pour savoir pourquoi pas faire comme aux États-Unis, où des grands criminels sont jugés par vidéoconférence. Ils sont en prison, vidéoconférence, où les juges, où les dépenser des millions. C'est vrai que c'est une question qui s'est posée quand on a décidé d'extraire finalement. Aujourd'hui, c'est un juge d'application des peines qui décide si ou non quelqu'un doit rester ou pas en prison. Avant, ça ne l'était pas. Avant, c'était le ministère public, c'était donc l'exécutif en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est un juge, c'est quelqu'un de l'ordre judiciaire. Et donc, si demain on autorisait donc à ce que ce type de décision soit prise dans les prisons mêmes, sans déplacer les victimes, eh bien, d'aucuns demain exigeraient peut-être que la justice soit aussi rendue dans les prisons. Et donc ici, c'est une décision par rapport à l'exécution d'une peine, mais demain, ça pourrait très bien être une décision relative au prononcé d'une peine. Certains viendraient peut-être demain demander que ces décisions-là soient rendues dans les prisons. Or, on a justement voulu dissocier le lieu du jugement de celui de la prison pour vraiment montrer une séparation nette entre ces deux moments importants. Il faut éviter évidemment toute confusion, puisque quand il y a de la confusion, il y a toujours un sentiment d'arbitraire. La campagne électorale est passée, les élections aussi, et maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il après les élections? Eh bien, qu'est-ce qui se passe après les élections? Il y a une équipe qui se met en place, comme je l'ai dit, une équipe qui se met en place autour du bourgmestre, autour de Émile Kir. Et donc cette équipe, évidemment, elle va travailler pendant 6 ans. Et pour travailler, évidemment, on ne va pas travailler dans tous les sens. Hein. On va essayer de
de se fixer un cap, on va essayer de se fixer des objectifs. Et tout ça se retrouve dans ce que l'on appelle une note de politique générale. Donc c'est un document qui a été travaillé, qui a été réfléchi, qui contient toute une série de pistes de réflexion, d'action. C'est pas un document qui est venu, qui est tombé comme ça du ciel, c'est vraiment quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi. C'est la continuation de tout le travail qu'on a mené sous la précédente mandature, mais également tout le travail de récolte d'informations qu'on a pu obtenir durant cette campagne électorale. Pendant la campagne électorale, on a rencontré des centaines, voire des milliers de citoyens de Vous avez été actif, hein? Pendant la campagne. Non, j'ai juste été, j'ai juste fait ce que la liste attendait de moi et ce que, en principe, un électeur attend de ceux qui se présentent, c'est d'être sur le terrain, d'être proche des gens. Et je voudrais préciser, quand on dit être sur le terrain, être proche des gens, c'est pas juste un campagne électorale. Il faut aussi pouvoir alors ensuite continuer à être proche des gens, à être sur le terrain, même après, une fois qu'on a été élu, même si on n'a pas été élu, on doit continuer à être à l'écoute de nos concitoyens, mais souvent, de nos aspirations. On vous reproche que vous êtes trop proche des gens lors des campagnes électorales et que dès que c'est fini, voilà, c'est vraiment ça la difficulté. C'est une fois que vous êtes élu, ben, certains ont peut-être comme moi la chance d'avoir des responsabilités. Et donc des responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer des compétences, ça veut dire gérer des matières, et donc ça veut dire assurer aussi un suivi des dossiers, puisqu'on est là aussi pour gérer la commune. Moi j'ai l'enseignement, je suis là pour gérer plusieurs établissements. Donc je ne peux pas, au lendemain d'une campagne, me dire, ben voilà, on va repartir comme pendant cette année de campagne et on va passer toutes ces journées sur le terrain. Je ne voudrais pas que demain on me reproche d'être plus dans la rue, dans les cafés, auprès des gens, que dans mon bureau à ne pas travailler les dossiers. Voilà. Donc c'est un équilibre aussi qu'il faut trouver. Alors, il ne faut pas désinvestir totalement le terrain, il ne faut pas quitter complètement la rue en quelque sorte, mais il faut aussi travailler sur les dossiers, parce que évidemment, quand on dit on est proche des gens pendant une campagne, on est également proche des gens quand on gère les dossiers. Quand je gère des dossiers liés au logement, par exemple, eh bien, je me rends sur le terrain, je vais visiter les locataires du logement, qu'il soit social, communal ou du logement semi-privé en Agnès. Donc je me rends sur le terrain, je vais voir les gens, j'essaye de comprendre ce qui ne va pas. J'essaye aussi d'apporter des solutions. Donc voilà, on est aussi en quelque sorte sur le terrain à travers les dossiers. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font dans le bureau, derrière un ordinateur, ou derrière son poste de téléphone, dans des réunions, comme j'ai souvent l'occasion d'en faire ici dans mon bureau. Et quelles sont les grandes lignes de votre note de politique générale? Bien. 2012-2018. 2012-2018, on a 6 ans. 6 ans, c'est long et c'est très peu au niveau local, puisque 6 ans, ben, c'est en tout cas pour moi, je raisonne comme ça, c'est un parcours, c'est un cycle scolaire. 6 ans, c'est le temps qu'un élève met pour passer du primaire au secondaire, pour passer du secondaire au supérieur ou au monde du travail. Voilà, on est vraiment dans ce cycle-là. Et donc, on a toute une série de priorités qui ont été établies par le collège. Et donc, pour n'en citer que deux, c'est la proximité et la cohésion. La proximité, on vient d'en parler, c'est être au contact des gens, ne pas décider des choses, dans son coin avec quelques experts spécialisés. Oui, j'ai un cuisson. Voilà. Merci beaucoup.
Et si on parlait de l'habitat, L'habitat, le logement. le logement, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a moyen de construire des maisons sociales? Oui, en fait, on a une particularité à Saint-Josse, c'est que c'est un très petit territoire qui a fait 1 km². C'est très densifié, donc on a plus d'habitants au kilomètre carré que les villes comme Singapour par exemple, pour vous donner une petite idée. Et donc on a aussi une particularité à Saint-Josse, c'est qu'on a énormément investi dans le logement public, qu'il soit communal ou social. On a aujourd'hui quelques 1300 logements publics, communal, social et en AIS. C'est énorme, énorme par rapport à la population. Donc, on peut dire que Saint-Josse prend plus que sa part en termes de logement public, comparé à d'autres communes qui n'ont pas un taux aussi élevé de logement public sur leur territoire. Un habitant de Saint-Josse a plus de facilité d'avoir un logement social? Non, pas nécessairement, parce que le logement social, évidemment, n'est pas destiné uniquement aux habitants. Saint-Josse, n'importe qui peut s'inscrire pour habiter dans un logement social à Saint-Josse. Mais un habitant de Saint-Josse, on peut considérer qu'un habitant de Saint-Josse a plus de chances, plus de probabilités d'habiter dans un logement social qu'un habitant d'Uccle, de Woluwe, d'Etterbeek. Voilà. Ça, c'est la différence. Donc, on a énormément, sur notre territoire, on a énormément de logements publics. On continue d'ailleurs à créer du logement public, que ce soit à travers des dispositifs comme la rénovation d'îlots ou les contrats de quartier. On crée chaque année de nouveaux logements publics. Alors ça a un coût, évidemment, c'est un choix qu'on fait, c'est un choix politique. Évidemment, si ici, la majorité serait d'une autre couleur, ben, il ne ferait peut-être plus ce choix, il ne ferait peut-être pas ce choix-là. Nous, on a décidé de faire ce choix-là. Ce choix-là ne date pas d'aujourd'hui, c'est un choix qui est là depuis plusieurs années. On le doit d'ailleurs à M. Guy Cudel, un grand bourgmestre ici dans cette commune, qui a fait ce choix-là de créer du logement public. Et donc on a énormément de logements publics sur notre commune. Voilà, c'est avant tout un choix politique, je le dis, puisque on pense souvent que les choses se font comme ça. Non, c'est vraiment des décisions qui sont prises. Voilà. Et ces logements sont facilement accessibles aux minorités? Vous entendez quoi par minorité? Minorité, Saint-Josse est l'une des communes les plus multiculturelles, c'est ça. Mais en fait, quand quelqu'un vient s'inscrire pour un logement, on ne regarde pas sa couleur de peau, on ne regarde pas sa religion, on ne regarde pas ses comportements, ses aspirations. Non, il faut un minimum quand même. Il faut être dans une situation régulière. 5 ans. Il faut être dans une situation régulière. On ne peut pas non plus, parce que les gens qui n'ont pas le titre de séjour, évidemment, sont en situation illégale. Et donc, un opérateur public ne peut pas prester quelque chose pour une personne qui est dans une situation illégale, c'est elle-même alors en situation contraire à la loi. Donc on ne peut pas évidemment, mais on donne à tout le monde, une fois que les gens ont leur situation régularisée, bien évidemment toutes ces personnes ont accès comme toutes les autres au logement, peuvent être candidates au logement. Les seules discriminations qu'on fait peut-être par rapport au logement, c'est des discriminations positives par rapport aux revenus. Au moins vous gagnez évidemment, au plus vous avez accès à du logement public. Situation familiale, la composition de famille évidemment, la situation personnelle, l'état de santé aussi des membres du ménage intervient également. Ça vous donne parfois des points de priorité. Et puis la situation de détresse liée à l'état du logement vous donne aussi des points de priorité. Donc voilà, ça c'est des discriminations qui sont les minorités
côté où les étrangers sont souvent défavorisés non, c'est faux. Par rapport aux revenus, par rapport à... Oui, voilà, et donc ils ont peut-être plus de chance. On le coince autrement pour ne pas dire que tu es étranger. Non, justement, ils ont peut-être plus de chance, ils ont peut-être plus de possibilités de se retrouver dans un logement public, puisque voilà, ce sont des publics défavorisés, précarisés. Souvent, quand vous arrivez d'ailleurs, ben, vous quittez votre pays parce que vous ne trouvez pas nécessairement ce à quoi vous aspirez. Et souvent, les gens qui arrivent ici, ben, c'est des gens qui n'ont pas des revenus ou des bagages intellectuels, professionnels, ni des diplômes suffisants pour occuper des fonctions supérieures. Donc c'est des gens qui se retrouvent ici et c'est des gens qui évidemment, c'est jamais les riches qui immigrent, hein, il faut le savoir, hein, c'est jamais les nantis qui immigrent. Pour des raisons politiques ou autres. Peut-être aussi pour des raisons politiques, mais vous arrivez ici, c'est pas facile, vous arrivez ici pour des raisons politiques parce qu'il y a une guerre civile dans votre pays, et vous avez beau être intellectuel, diplômé ou quoi, la vie ne vous sera pas facilitée ici, hein, vous devez passer par toute une série d'étapes. Si vous avez un diplôme, vous devez faire reconnaître vos diplômes. Si vous n'avez pas la chance de parler la langue du pays, il va falloir aussi vous mettre à jour, suivre des formations. Voilà, il y a toute une série de freins qui sont là et qui empêchent finalement les gens qui immigrent, quel que soit leur statut d'où ils viennent, qui empêchent parfois ces gens-là d'avoir un niveau de vie qui correspond à celui auquel ils devaient avoir droit ou ils ont eu droit dans leur pays. Et donc ces gens-là se retrouvent ici parfois dans des situations de précarité. Voilà. D'ici 2018, vous comptez créer combien d'emplois ou c'est juste un slogan Non, il faut savoir que la politique d'emploi, elle n'est pas communale. Donc, la véritable politique d'emploi, elle est menée au niveau régional. C'est vraiment là que les choses se décident. C'est pour ça qu'il y a un ministre régional de l'emploi. Mais vous comme échevin qui s'occupe de l'emploi. Voilà, moi je suis échevin de l'emploi, et alors j'ai toute une série de leviers entre guillemets à ma disposition. Et donc moi, à travers ce levier, eh bien, on fait ce que l'on appelle de l'accompagnement, du suivi. Donc on aide les gens à rentrer sur le marché du travail. Parce qu'il y a parfois une barrière entre les gens qui sortent de l'école ou les gens dont on vient de parler, qui viennent d'ailleurs et qui sont régularisés, qui doivent rentrer sur le marché du travail. Il y a parfois une barrière. Nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre cette barrière plane, donc de leur permettre de surmonter cette barrière, donc de transformer en fait le mur en escalier, donc de les aider dans les différentes étapes. Et alors on a pour cela différents dispositifs d'accompagnement. On aide à travers notamment la mission locale, on aide les gens à déjà s'orienter, savoir ce qu'ils veulent faire. Parce que ça, c'est pas évident. Vous arrivez, vous êtes là, vous sortez de l'école, vous savez pas ce que vous allez faire, vous avez peut-être une envie ou quoi, on vous reçoit, on discute avec vous, on examine vos aspirations et on vous aide à trouver la bonne voie. Il y a d'autres formes d'accompagnement, il y a l'accompagnement matériel, où vous êtes par exemple, et ça paraît tout bête, on vous aide par exemple à rédiger un CV. Il y a énormément de gens qui ne savent pas rédiger un CV. Et quand je dis rédiger un CV, je ne parle pas de l'orthographe, je parle de la présentation du CV, la rédaction d'une lettre de motivation. On aide aussi les gens, ça c'est hyper important. C'est le premier contact qu'un employeur a avec son employé, c'est son CV. Combien de personnes ne se sont pas retrouvées mis sur le côté parce qu'ils n'avaient pas un bon CV ou une bonne présentation du CV. On aide aussi les gens pour ça. On aide aussi, ça c'est un peu plus loin, on aide aussi les gens en termes de formation. On met à disposition toute une série de formations pour justement permettre
sur le marché du travail avec un bagage et ainsi de trouver un employeur. Voilà, ça c'est toutes les choses que l'on met en place. On fait de l'accompagnement, on fait de la formation. On ne crée pas en soi de l'emploi. Nous ne sommes pas des créateurs d'emploi. Ceux qui créent l'emploi, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. La commune ne crée pas d'emploi. Non, la commune ne crée pas d'emploi, économiquement parlant. Ceux qui créent l'emploi, ce sont les entreprises, c'est les PME, c'est les grandes sociétés. Hein. Elles créent l'emploi. C'est véritablement la chose. Nous, ce que l'on fait, favoriser. Nous, ce que l'on fait, c'est faciliter l'accès des gens, faciliter l'accès des gens à l'emploi, les former pour qu'ils soient le mieux adaptés possible pour rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est notre boulot. Parce qu'il y a une inadéquation. Vous savez, Bruxelles, vous regardez Bruxelles, c'est une région où il y a énormément d'emplois. Il y a une richesse économique, c'est le poumon économique du pays, et pourtant les habitants de Bruxelles sont très pauvres. Et en fait, si vous regardez bien, ceux qui viennent travailler à Bruxelles, voilà, c'est un peu comme dans beaucoup de villes, Paris et autres, les gens viennent de l'extérieur, ils viennent de Wallonie, ils viennent de Flandre pour travailler à Bruxelles. Par contre, on ne demande jamais aux Bruxellois s'ils veulent prendre ces boulots-là. Pourquoi est-ce qu'on ne le leur demande pas? Parce que beaucoup estiment que les Bruxellois n'ont pas le niveau de formation suffisant pour prendre ces emplois-là, et donc les entreprises préfèrent les donner aux autres. Donc nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que le demandeur d'emploi bruxellois, eh bien, il soit sur le même pied d'égalité que le demandeur d'emploi wallon ou flamand. Et ça ne va pas se décréter. On ne va pas dire demain il faut engager d'autres. Non, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que le demandeur d'emploi soit aussi bien outillé que le demandeur d'emploi wallon ou flamand. Et l'image des écoles communales contre des écoles des pauvres, où vous vous occupez de l'enseignement. Alors, l'école, c'est pas. Il faut voir ce qu'on entend par pauvre. Hein. Parce que les communes n'ont pas assez de moyens. Ouais. Alors moi, je peux vous dire, pour être échelle de l'enseignement, dans nos écoles, il y a une richesse. Il y a une richesse qu'on ne mesure pas. Mais ce n'est pas une richesse comme on peut l'entendre. C'est pas la richesse. Les parents évitent à tout prix de mettre leurs enfants dans les écoles communales. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une richesse dans le sens où on a vraiment un potentiel. J'ai encore été ce matin dans 2 établissements de ma commune. J'ai visité des élèves de 6e primaire. Quand je leur ai demandé, mais vous allez faire quoi après? Vous allez aller où? Dans quelles écoles? Quand j'ai entendu les noms des écoles qu'ils m'ont citées, j'étais tout fier. J'étais fier que les élèves de Saint-Josse, du fondamental, sortent et aillent dans de bonnes écoles. Dans des écoles. Vous contrôlez la qualité de l'enseignant. Dans des écoles renommées. Pourquoi est-ce que c'est. J'aimerais, évidemment, j'aimerais que ces élèves-là restent sur Saint-Josse, aillent dans le secondaire à Saint-Josse. J'en parlerai. J'aimerais que ces élèves-là restent dans le secondaire à Saint-Josse. Mais je suis fier. Je suis fier d'une chose. Je suis fier de la qualité de notre enseignement fondamental. Je suis vraiment fier qu'on puisse faire sortir des élèves qui se retrouvent dans des écoles réputées. Je ne vais pas citer les noms ici, ça vous fait. Mais voilà. Ça c'est cette fierté-là que j'ai aujourd'hui. Vraiment, c'est des écoles qui sont reconnues. Par contre, on a un problème, c'est vrai au niveau du secondaire. Vous parlez de la réputation des écoles de Saint-Josse. Et je vois quand vous faites là-dessus. Il y a un établissement de Saint-Josse qui lèverait, jette le discrédit sur l'ensemble des autres établissements de Saint-Josse. Couvre, en quelque sorte, la qualité du travail qui se fait dans les autres établissements de Saint-Josse. Et ça, je ne laisserai pas les choses dans cet état. Je n'accepterai pas qu'un établissement puisse jeter le discrédit sur l'ensemble des autres. Et je parle ici du lycée du Puget. Donc, avec le bourgmestre, on va prendre des décisions, on va prendre des mesures pour que cet établissement redevienne un établissement de qualité.
établissements redeviennent l'image de la commune. C'est très important. Quand vous n'avez qu'un seul établissement secondaire, vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser aller. On est en train de vivre ce qu'on appelle aujourd'hui un boom démographique. On le sent au niveau du fondamental, des crèches et du primaire, mais bientôt on le sentira au niveau du secondaire. Donc on aura besoin de ce lycée, on aura besoin de cet établissement. On aura besoin que cet établissement fonctionne correctement. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on est en train de faire maintenant. On est en train vraiment de remettre de l'ordre dans ce lycée. Et je n'accepterai pas demain que l'état, l'image de ce lycée détériore l'ensemble des autres établissements de notre commune. Et donc on va prendre des mesures pour faire en sorte que ce lycée redevienne une fierté pour les habitants de Saint-Josse et que les parents de Saint-Josse soient fiers de mettre leurs enfants dans ce lycée. Ça, c'est l'objectif. Parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui que dans le secondaire, les parents préfèrent aller mettre leurs enfants en dehors de Saint-Josse. Ça, c'est pas acceptable. Pour terminer, on aura d'autres émissions, de la promotion sociale. La promotion sociale. Et ça, c'est important aussi. Hein. Ça fait partie de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de la formation. Donc la promotion sociale, c'est encourager toute une série d'acteurs. Hein. Ce sont des acteurs associatifs qui sont présents sur la commune de Saint-Josse. Alors on a les ASBL, voilà, les ASBL, voilà. Et on a la chance, les ASBL, les fondations, on a la chance d'avoir vraiment sur Saint-Josse un réseau associatif dense. Il y a énormément d'associations sur Saint-Josse. Ça, on ne le sait pas. C'est comme au niveau culturel. Il y a très peu de gens qui savent que Saint-Josse est à Bruxelles une des 5, dans le top 5 des communes où la production culturelle est la plus importante. Et bien c'est la même chose pour l'associatif. On a énormément d'associations. Et ça, c'est encore une fois dû à une politique qui a été menée par l'IQDEL, qui a voulu attirer sur son territoire une série d'ASBL. Et donc ces acteurs-là sont présents et c'est notre rôle de la commune de les aider du mieux qu'on peut. On les aide comment? On les aide en mettant à leur disposition des locaux pour qu'ils puissent exercer leurs activités. On les aide en essayant de les mettre en réseau, que ces associations travaillent ensemble. Ça, c'est très important. Quand vous êtes seul, parfois, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Alors que quand vous êtes en réseau, vous pouvez échanger avec les autres, vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait chez les autres, vous pouvez développer de meilleures pratiques. Et puis, ça vous permet aussi de découvrir, quand vous êtes en réseau, de découvrir de nouveaux territoires d'action. Et ça, c'est aussi important. Voilà, donc ça, c'est notre rôle, c'est de mettre ces associations en réseau entre elles, mais aussi de les mettre en réseau avec les opérateurs publics, que sont par exemple les écoles, le centre public d'aide sociale et les services de prévention, le service jeunesse. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif, c'est essayer de travailler en réseau avec les différents acteurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle la promotion. Vous préparez déjà 2018 2018 Non. Ce qu'on prépare, on aura préparé 2018 quand on aura réalisé ce qu'on s'est engagé à faire ici dans notre déclaration de politique générale. Quand on aura fait ça, on pourra dire qu'on a préparé 2018. Tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas fait ce qui se trouve dans cette déclaration, on ne peut pas dire qu'on avait préparé 2018. Voilà. Maintenant, ça va faire 4 mois ou 5 mois plus là, depuis que vous avez été élu. 4 mois ou 5 mois. Oui, donc on a été élu. Les élections c'était le 14 octobre, on a été installé le 7 décembre. Ça fait un peu moins de 4 mois. Donc, on est effectivement, on cherche à faire un peu moins de 4 mois. Ça fait, aujourd'hui on est 7, ça fait 12. 3 mois. Ça fait 3 mois, décembre. Donc, bientôt c'est 100 jours. C'est bientôt les 100 jours, non 10 jours.
Bon, l'état de grâce va finir. Ah, je ne sais pas s'il y a un état de grâce. On doit toujours C'est quoi l'état de grâce? Attendez, c'est quoi l'état de grâce? On doit toujours 100 jours. C'est quoi? C'est l'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'état où on peut faire tout et n'importe quoi sans qu'on nous le reproche. Eh ben, nous, on ne va pas travailler. En politique, on donne 100 jours. Ouais. Et puis après, vous savez ce qu'on dit, on peut commencer à parler peu. On donne 100 jours pour permettre aux gens de faire n'importe quoi. Si on parle avant, vous allez dire que non, on vient de commencer, il y a 15 jours, 20 jours, on dit 100 jours. Vous savez, en 3 mois, vous ne faites pas grand-chose. En 3 mois, vous avez à peine le temps de prendre la mesure de la situation. En 3 mois, vous avez à peine le temps de comprendre, de connaître vos départements. En 3 mois, vous avez à peine le temps de rencontrer les gens qui travaillent pour vous. Mais après 6 ans, vous allez encore demander un autre mandat. Pour finir mon programme, il me faut encore 6. Non. Ça, c'est le langage politique. Non, non, non. Écoutez, moi, attendez, vous imaginez me projeter dans 6 ans, je ne sais même pas où je serai dans 1 an. Donc, commencer à penser à 6 ans, non. Il y a une feuille de route, il y a un travail qui doit être fait, et on essaye d'avancer au jour le jour, on essaye vraiment de placer les jalons, et on ne commence pas à tirer des lignes sur... La coalition, c'est avec le ML. La quoi? La coalition, ici. Non, c'est avec le CDH. CDH, PS. PS, SPA. Le MR, c'est dans l'opposition. Le MR est dans l'opposition. Le MR est dans l'opposition. Merci beaucoup. Avec École aussi. Avec École, oui. On est presque à la fin. Quel message pouvez-vous donner à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, beaucoup plus aux habitants de Saint-Josse? Aux habitants de Saint-Josse? Mais d'abord, je m'adresse d'abord aux habitants de Saint-Josse pour leur dire voilà, qu'il y a une équipe qui est là, il y a une équipe qui est installée, et il faut lui laisser le temps de prendre ses marques. 100 jours, c'est un peu peu. Mais voilà, elle est là, elle est présente. Cette équipe travaille. On a déjà mis en place toute une série de choses. Et vous le voyez autour de vous quotidiennement. Mais donc voilà, on travaille et on demande juste qu'on nous juge sur nos actes après et pas sur les médias. Voilà. Et alors par rapport aux autres auditeurs, je les salue et je les remercie déjà d'être encore là à ce moment-ci de l'interview. J'espère qu'ils n'ont pas décroché dans les 5 minutes. Et si vous étiez professeur, quelle note donnerez-vous à Emir Kher? Quelle note 4, 5, 6, 8 sur 10. Emir Kher. Ah au niveau du programme, au niveau de l'accord de majorité, ce qui va être entrepris, moi je donnerais un 9 sur 10. 9 sur 10. Parce que je ne mettrais pas 10, j'aurais voulu mettre 10, mais je considère que rien n'est jamais parfait, qu'on peut toujours améliorer les choses, donc je mettrais 9 sur 10. Donc la nouvelle équipe s'est promis avec Emir Kher. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour nous d'être reçus par le chevin Philippe Boykete. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tous d'être encore là maintenant, à nous suivre.